Bah, mine de rien, ça fait 2 semaines que j'ai pas lancé cette caméra et j'ai plus l'habitude. Je vois que ça commence avec beaucoup de professionnalisme, encore une fois. Et je dis ça à chaque fois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais souvent, je commence en disant: «Ah, ça commence mal». Un écrivain, ça boit du café, ça boit de l'alcool, ça fume, ça dit des gros mots et ça a une vie complètement dissolue. Et moi, je trouve que je suis très sage pour un écrivain. Mes lunettes parce que je suis vieille, il y a mon chat qui vient de s'inviter. Pépère, dis bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 semaines pour devenir un grand écrivain? Bon, déjà, il y a eu le week-end de Pâques, j'ai rien fait. Il y avait ma belle-mère à la maison, on a été se promener, il y avait les arbres qui étaient en fleurs, tout était magnifique. C'est tout. Ensuite, Yo était en vacances, donc j'ai pas été extrêmement productive, mais j'ai surtout travaillé pour mes clients. Et notamment, j'ai travaillé sur la réflexion entière de la structure du livre. Alors, je vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails parce que c'est quelque chose qui est confidentiel. J'ai pas le droit de communiquer sur le livre de mes clients, c'est normal. À la fin, je cède les droits. Pendant la mission, j'ai un accord de non-divulgation, donc je peux pas donner des éléments qui vont permettre de reconnaître le livre, l'auteur, et cetera. Je vais juste m'en tenir à quelque chose d'assez général. Parce que la, la réflexion de cette structure est liée à un problème qu'on peut rencontrer parfois quand on écrit. Ce problème, c'est l'adaptation à l'écrit de procédés qui sont plutôt cinématographiques. On est beaucoup plus imprégné de nos jours par le cinéma, par les séries que par la lecture. On va pas se mentir, plus souvent, mis à part certaines personnes, hein, d'accord? Il y a toujours des exceptions et cetera, mais le plus souvent, on va se caler devant sa série, on va regarder un truc et à partir du moment où on va vouloir écrire, on va avoir en tête tous ces procédés qu'utilisent les séries, les films et cetera et ce sont des bons procédés. Ils sont faits pour maintenir le spectateur en haleine et on a envie de reproduire ça dans un livre. Alors, souvent, c'est des techniques qui existaient déjà en littérature, mais peut-être sous d'autres formes, parce que c'est pas immédiatement transposable. Et notamment lorsque ça touche à la structure, parce que l'activité de regarder un film et l'activité de lire un livre, elle n'est pas du tout la même, c'est pas les mêmes mécanismes. Ça se joue au niveau de l'attention, au niveau de la mémorisation et au niveau de la manière dont nous viennent les images. Quand on est devant un film ou une série, l'information, elle nous vient, par, le visuel, elle nous vient aussi par le son, tandis que quand on lit, c'est extrêmement abstrait. Qu'est-ce qui vient? D'où vient l'information? Par un mot, uniquement un mot, c'est tout. Et à partir de ce mot-là, à partir de cette suite de mots, plutôt de ces phrases, on est obligé de reconstituer un sens. Il faut déchiffrer ce qu'on lit pour reconstruire un sens, d'abord un sens littéral, qu'est-ce qui se passe, de quoi ça parle, où ça va? Et ensuite, construire le sens symbolique, en sachant que parfois il faut aussi imaginer la scène. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire: «OK, cette phrase, elle veut dire ça», mais il y a aussi tout l'aspect imagination ou comment est-ce que ça résonne dans mon cerveau? Quelle image mentale ça construit? Ce qui fait quand même qu'on est sur pas mal d'opérations qui sont plutôt complexes et qui fait que beaucoup de choses sont signifiantes. Je pense par exemple, lorsqu'on écrit des enquêtes, c'est compliqué, je trouve, de faire passer des indices à l'écrit. C'est-à-dire que dans un film, on peut facilement dire: «Oh, c'était sous notre nez depuis le début, on l'avait jamais vu». Mais oui, si par exemple c'est en lien avec une lampe rouge, la lampe rouge, on va la poser comme ça sur le bureau et ça va être dans le champ et puis il va y avoir le personnage et même à la limite, on va faire un gros plan sur le personnage et on verra un peu la lampe, dans le champ différemment. L'information, elle passe sans passer. C'est-à-dire que on va dire à un spectateur lambda, bon, bah, il va voir qu'il y a cette lampe rouge, mais il va pas forcément se dire qu'il y a un focus sur la lampe rouge. Tandis qu'à l'écrit, à partir du moment où on met un élément, il devient automatiquement signifiant. C'est beaucoup plus difficile de le masquer, parce que sinon on n'en parlerait pas. Pourquoi est-ce qu'on en parle de cette lampe rouge à un moment donné? Si c'est pas important, si c'est pas un indice, si on veut le masquer et qu'on veut le mettre quand même, comment on fait? Alors, il y a des moyens. Il y a des moyens détournés pour qu'on ait l'impression que ça fasse juste partie du décor, que ce soit juste une information supplémentaire. Mais je trouve que c'est beaucoup plus complexe et que ça demande plus de réflexion. Pareil pour tout ce qui est en lien avec la gestion du temps. La gestion
de la temporalité, des lignes temporelles dans un récit, à l'écrit, le plus souvent, elle est linéaire. Et d'ailleurs, c'est le plus simple, c'est-à-dire il se passe A, il se passe B, il se passe C. On peut faire de temps en temps, des analepses et des prolepses. C'est, analepse, je sais plus lequel c'est, tiens. Je crois que prolepse, c'est quand vers le futur et analepse, c'est, flashback. Si je me souviens bien de mes cours de littérature et de ce que j'enseignais, parce que ça, je l'ai enseigné, aussi quand j'étais au collège. Je crois bien que c'est ça, analepse, flashback et prolepse, projection dans le futur. Bon, il existe ces procédés-là, mais ils sont beaucoup plus difficiles à scénariser dans le livre parce que on va pas le consommer de la même manière qu'une série. Dans une série, faire des flashbacks, on peut suivre plus facilement, c'est sur un temps plus court, ça demande moins d'attention, on peut juste se poser comme ça, recevoir. Un livre, on peut pas se poser et recevoir et un livre, on va pas le lire d'une traite. On va le lire par chapitre, on va le lire par morceaux, souvent on va être interrompu. On est moins interrompu dans un épisode qui va durer, 1 heure que dans une lecture. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, tiens. Pourquoi est-ce qu'on s'autorise plus facilement à être interrompu dans sa lecture que dans son visionnage? Parce que je pense que ça nous est tous arrivé d'être en train de regarder une série. D'un coup, il y a quelqu'un qui débarque, le facteur ou je sais pas quoi, ou quelqu'un qui rentre et qui dit: «Ah tiens, tu 5 minutes?» Tu mets sur soit tu dis: «Attends, je finis mon épisode», ou alors tu mets sur pause, tu fais ton truc et tu reviens et tu le fais. Tandis qu'un livre, encore une fois, il y a des exceptions, hein, il y a des gens, ils vont pas lâcher leur bouquin, mais un livre, tu vas le poser et puis ça se trouve, tu y reviendras, mais le lendemain, c'est tout. Je sais pas pourquoi il y a ce mécanisme-là. En tout cas, ça rend cette habitude de lecture-là, ça rend plus difficile de transposer certaines mécaniques. Donc, quand on veut le faire, et c'est intéressant de le faire, hein, parce que sinon tous les livres se ressembleraient. Après, moi, je suis pas pour la littérature conceptuelle, c'est pas mon domaine, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que je recherche. Mais du coup, lorsqu'on doit adapter ce genre de structure, ça demande de la réflexion pour que le livre reste malgré tout lisible et accessible au lecteur. Le deuxième point de travail, ça a été roman 2. Je vous avais déjà expliqué que j'avais un chapitrage, à peu près complet, que j'avais commencé un premier jet, mais que j'avais fait une formation qui m'avait fait prendre conscience de tout ce que je devais retravailler pour avoir vraiment quelque chose de bien et parallèlement à ça, j'avais acheté ah, je vais jamais y arriver. Vous voyez là ce qui est en train de se passer sur, le coin de l'écran? C'est mon chat qui attaque une plante. Donc la formation m'avait permis de voir que certains points n'allaient pas, que je devais retravailler pour avoir vraiment une belle œuvre, quelque chose de bien structuré, qui soit plaisant, qui soit une œuvre tout simplement et pas juste, «Allez, je me fais ce petit exercice, je m'écris ce roman jeunesse, je me fais un petit kiff comme ça». Non, j'avais vraiment envie de faire les choses bien et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai entièrement retravaillé ce roman. Donc j'ai commencé par la fiche personnage et j'ai notamment ajouté les traits de caractère et les émotions principales qu'ils allaient traverser. Alors je vais pas vous montrer la fiche personnage parce que c'est pas la mienne, c'est quelque chose, que j'ai obtenu ailleurs et j'ai pas envie de fournir comme ça gratuitement le travail des autres. En revanche, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait avec, les traits de caractère et je reviens sur le thésaurus parce que vraiment il est top. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est ni plus ni moins que, la page qui correspond à un trait de caractère que j'ai retranscrit. Donc il y a le trait de caractère qui est en haut et ensuite les causes possibles. Ça, c'est très intéressant. Là, vous voyez pour mon personnage, j'en ai sélectionné certaines pour que ce soit cohérent et ça allait complètement avec ce que j'avais dans ma tête déjà. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit que c'était sans doute ce, trait de caractère-là plutôt qu'un autre. Et ensuite, j'ai noté tous les comportements associés. Donc tous les comportements associés, pardon, on les retrouve, hein, dans le livre, mais c'est pas pour les prendre tels quels et juste, faire ma soupe. J'ai réfléchi, en fait, sur chacun de ces trucs et on le voit pas parce que je l'ai fait au crayon papier, mais j'ai surligné certains traits de caractère en me disant: «Bah, tiens, ça, c'est quelque chose certains traits de caractère, certains comportements, ça, c'est quelque chose que le personnage, il pourra faire. Tiens, ça correspond bien. Tiens, là, à un moment donné, il faudrait qu'elle puisse faire ça» et ça m'a permis, en fait, de construire certains
certaines actions pour, nourrir le roman. Donc ensuite, les émotions qui sont associées, c'est pas mal parce que bon, je suppose qu'un être humain est susceptible de rencontrer tout type d'émotions, quel que soit son caractère à la base. Mais il y en a certaines qui sont peut-être un peu plus naturelles et un peu plus prégnantes et ça permet de voir si j'ai pas trop fait de fausses pistes. Par exemple, là, le personnage en question, c'est mon antagoniste, en fait, c'est pas le personnage principal, c'est l'antagoniste. L'antagoniste, c'est une petite fille fantôme pourri gâtée. Donc je comptais qu'elle ait envie d'un truc et ensuite, bah, qu'elle monte en colère parce qu'elle ne l'a pas. Et il faut voir si c'est OK et en effet, ça va. C'est pile poil ça, hein, la colère, la frustration, l'irritation. Alors le mépris, il y est pas, mais et pareil, je vais pas tous les noter. C'est pas parce que c'est noté tout ça que le personnage va avoir tout ça. C'est aussi en lien avec l'intrigue. Il y a un travail quand même de réflexion, hein. C'est pas juste on prend, copier-coller, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les aspects positifs. Alors les aspects positifs, ils n'y seront pas dans mon roman parce que je travaille pas du tout là-dessus et on n'est pas sur ce type de développement-là. Mais je trouve ça intéressant. En fait, je trouve ça tellement intéressant que je me dis: «Je pourrais faire un roman où les personnages sont caractérisés uniquement par leurs défauts». Genre, je leur mets juste un défaut et rien qu'avec un défaut, on a déjà tellement de richesse qu'on peut construire un truc super et hyper nuancé, juste avec un seul défaut. C'est dingue, hein, quand même. Alors, les aspects positifs, les aspects négatifs, bon ça c'est logique, hein, c'est plutôt un défaut donc bah, oui, c'est plutôt négatif et ce que j'ai bien aimé, c'est la manière de dépasser ce trait et ça peut être très intéressant lorsqu'on est sur, des personnages qui ont un certain arc d'évolution ou alors où c'est important. Parce qu'il est évident que quelqu'un qui est pourri gâté, s'il veut comprendre qu'il doit pas l'être, hem, il peut pas le faire de la même manière que quelqu'un qui doit gérer un autre trait de caractère. Il y a quand même des spécificités et ça, je trouve ça intéressant, ça donne des pistes, hein. Là, par exemple, pour pourri gâté, le, le bouquin explique qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui va changer facilement, c'est quelqu'un qui va changer s'il se sent humilié par son comportement et uniquement pour ça. Ou alors parce qu'à un moment donné, il se rend compte que ce comportement blesse les autres. Et là, lorsqu'il commence à comprendre ça, parce que ce sont des personnes qui ne se voient pas en tant que pourri gâtés, ils se considèrent, normal et à partir du moment où ils comprennent ça, il y a plus de chances de changement. Donc ça va pas du tout être exploité dans mon roman, mais je me dis pour d'autres romans sur d'autres traits de caractère, c'est quand même hyper intéressant. Donc je suis partie de ça. Je suis partie de ce trait de caractère négatif. J'ai aussi fait le trait de caractère positif, mais il va moins intervenir dans l'histoire. On est sur, en tout cas pour ce personnage, pour l'antagoniste, on est sur une histoire de fantôme. C'est pas elle le personnage principal, c'est juste le fantôme de la maison. Et les traits positifs vont surtout jouer au niveau de son comportement quotidien à partir du moment où elle sera en mesure d'échanger avec les personnages. Et bon, bah, là, c'est une petite fille qui est, extrêmement bien élevée, bah, parce que, c'est lié à son histoire, tout simplement. On est sur un petit fantôme, une petite fille, qui est morte, fin du 19e siècle, une famille bourgeoise. Bon voilà, vous imaginez bien que c'est une enfant, très bien élevée et très polie. Elle dira pas de gros mots ou de, «ta mère, voilà. Vous voyez à quoi je fais référence. Donc je suis partie de ça. Je suis partie de ce trait de caractère et ensuite, en fonction de mon intrigue, j'ai listé les émotions qu'elle allait traverser. Il y a forcément Alors j'ai marqué l'envie plutôt que la jalousie, parce que visiblement l'envie c'est, il y a plus le besoin de d'obtenir la chose, qu'il y a pas forcément dans la jalousie, donc je suis partie là-dessus. Bon pareil, c'est une émotion qui est assez mature en fait et pour ma petite fille, ça va être un petit peu compliqué, mais j'ai pu trouver deux trois choses intéressantes. Donc elle commence avec l'envie, puis la frustration parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Ensuite, bah, elle commence franchement à s'irriter parce qu'elle a pas ce qu'elle veut.
et puis à la fin, bah, elle a toujours pas ce qu'elle veut, donc elle est en colère. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Cette gradation dans les émotions? Parce que ça va me permettre de faire une gradation dans ses actions. Et là, je suis arrivée à un autre point. Comment est-ce que mon fantôme interagit avec mes personnages? Parce que mes personnages, donc ce sont 2 enfants, une petite fille qui est en c'est plus une petite fille, c'est une jeune fille, hein, qui est en quatrième et son petit frère qui est en sixième. Ils sont pas médiums, ils ont pas des capacités, ils ont pas des trucs. Alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent voir ce fantôme à un moment donné? Et donc j'ai dû travailler sur cette règle-là. Quelle est la règle de communication de mon fantôme avec mes personnages? Et je suis partie sur les émotions, c'est-à-dire que plus elle monte dans les émotions, plus elle devient perceptible pour les vivants. Et j'avais donc besoin de cette gradation d'émotions pour justifier ces actions et donc leur impact sur le réel. Ça a été un travail monstre en fait, hein, parce que j'ai fait tout un tableau. Je suis partie de cette gradation des émotions. Ensuite, les gestes associés. Que va faire le fantôme quand il ressent ça? Quel impact ensuite cette réaction a sur le monde? Ça veut dire comment les personnages vont pouvoir l'apercevoir. Donc j'ai fait ça, hein, c'est un tableau avec différentes colonnes et ça m'a donné ensuite toute ma liste d'indices, toutes mes signaux de hantise qui vont petit à petit être perçus, appréhendés par mes 2 héros, enfin par mes 2 héros. En fait, l'héroïne, c'est pas le petit garçon, hein, c'est lui, c'est un autre filtre supplémentaire, en fait. Et la petite fille fantôme, ce qu'elle fait, comment ça se traduit dans le monde, comment le ressent le petit garçon, comment réagit sa grande sœur. C'est compliqué. Non, après ça va donner quelque chose d'assez simple, mais je voulais vraiment travailler là-dessus pour avoir quelque chose qui repose sur une cohérence interne et non pas forcément sur des clichés d'une histoire de fantôme où on retrouve les mêmes manifestations. Alors oui, on retrouve des manifestations typiques, genre, la porte qui claque, un coup dans le placard, l'impression de quelqu'un qui parle, une sensation de présence, un objet qui parvient à se déplacer. Mais j'avais besoin de le justifier en interne pour me donner l'impression déjà à moi-même que c'est pas quelque chose de plaqué et que ça a une cohérence. C'est du travail invisible qui permet de construire la vraie intrigue avec le point de vue de l'héroïne qui elle est vivante. Donc la petite fille de 4e s'appelle Chloé. Pour le coup, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit: «Écoute, elle a tel âge en 2026, sors-moi les prénoms les plus courants» et bah, il y avait Chloé dans le lot, donc elle s'appelle Chloé, voilà et donc j'ai dû reconstruire ensuite toute l'intrigue du point de vue de Chloé. Donc ça, c'est fait. J'ai plus maintenant qu'à écrire. J'ai même commencé à écrire le premier jet parce que quand j'ai eu l'intrigue, j'arrive sur 10, 11 chapitres à peu près. Alors c'est des chapitres, à la louche, hein. En gros, là il va se passer ça, là ça va être à peu près les scènes et puis, le découpage risque de changer. Je me souviens que lorsque j'ai travaillé sur roman 1, j'étais aussi sur une dizaine de chapitres. J'avais commencé, je crois, j'étais 10, 11 chapitres et j'ai terminé à la fin, il y en avait, désolée pour ma voix, il y en avait 16 ou 17. Là, je pense que ça va être pareil, hein, le chapitrage va changer. Il y en aura pas forcément 10 ou 11, il y en aura peut-être 12, il y en aura peut-être 13, il y en aura peut-être que ça m'embêterait qu'il y en ait que 9. Je suis pas à fond satisfaite de l'intrigue. C'est-à-dire que les éléments, ça me va, mais je sens qu'il manque encore quelque chose et je sais que ça, je vais pas le trouver en continuant à travailler le plan. Là, il faut que je me mette dans la matière, il faut que je travaille le premier jet. J'ai un autre souci aussi, c'est le ton. Alors, maintenant que j'ai plus participé à l'appel à texte, je peux vous le dire, c'était, pour un appel à texte, pour une maison d'édition jeunesse et qui demandait de l'horreur, mais de l'horreur en mode, vous savez les bouquins La Chair de poule. Maintenant que je participe plus à cet appel à texte, je suis pas obligée de faire ça et ça m'arrange un peu parce que l'horreur type Chair de poule, c'est, ça bouge, ça bouge, ça bouge, il y a tout le temps des trucs et hop, 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 hop. Je me souviens, j'en ai lu quelques-uns là pour, me mettre dans le truc et ça n'arrête pas et je me suis dit: «Ouais, mais c'est pas ma manière d'écrire». Je suis quand même je l'avais expliqué la dernière fois, je suis quand même beaucoup plus contemplative dans l'écriture et même si je vais gommer un peu cet aspect, il va rester et je commence à me demander
si je pourrais pas essayer d'aller vers un truc un peu plus poétique. Alors je sais pas comment ça se prononce. Neil Gaiman, c'est ça? Gaiman? Je sais pas comment on dit. Le type là qui a fait Coraline. Je me dis: «On pourrait peut-être essayer d'aller vers quelque chose comme ça». Mais pour l'instant, c'est un fantasme de ce récit que j'ai en tête parce que j'ai pas lu. Donc je crois qu'il va falloir que je le lise. Je vais vous le dire tout de suite, hein, les lectures en ce moment, c'est n'importe quoi. Je lis, je lis comme quelqu'un qui lit pas. Voilà. C'est pas bien. Il faut que je me reprenne. Ça fait 2 3 semaines que je dis ça, il faut que je me reprenne, je me reprends pas, mais vous allez voir à un moment donné, ça va reprendre à la pou 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 pou, ça va bombarder. Mais ça, il va falloir que je le lise parce que pour voir si je pourrais me diriger vers quelque chose dans cet esprit, qui a un côté un peu poétique et qui, sans doute, me correspondrait mieux que d'y aller avec de l'action, de l'action, de l'action, des petits trucs un peu fun. Je suis pas fun, hein, je suis nulle en humour, je déteste l'humour. Non, je déteste pas l'humour, je suis d'ailleurs, très bon public, mais moi, c'est pas quelque chose que je manie. Je sais pas le faire ou alors quand je le fais, c'est nul, donc je le fais plus maintenant. Je vais revenir rapidement sur, ce dont je vous ai parlé là, sur Roman 2 par rapport à la structure. C'est la première fois que je travaille en partant de l'antagoniste. Parce que d'habitude, je pars des protagonistes, qu'est-ce qu'ils font et cetera, mais jamais de l'antagoniste. Pourtant, c'est un conseil que j'ai souvent lu, hein, d'abord travailler, le méchant, parce que, il est moteur dans l'action et cetera. Mais je me suis rendu compte que souvent, dans mes textes, il y avait pas de véritable antagoniste. C'est plus, alors soit il y en avait, mais c'était, disons que c'était des gens qui suivaient plus ou moins des ordres et c'était même secondaire par rapport peut-être au conflit intérieur du personnage. Dans d'autres, c'est des situations où finalement, bah, il y a vraiment, il y a personne qui est méchant, il y a personne qui est gentil, c'est juste la situation qui est absolument merdique. Et dans Roman 1, pareil. Alors si il y a un personnage qui devient un antagoniste au fil de l'intrigue, mais en soi, c'est plus la maison en elle-même et encore elle est pas forcément mauvaise, c'est-à-dire qu'elle révèle des choses chez les personnages. Elle va exacerber leur culpabilité et leurs points de fragilité, mais en soi, c'est pas elle agit pas comme un antagoniste, elle est et c'est tout et c'est plus j'ai plus travaillé sur l'évolution des personnages et comment ils glissent comme ça tout doucement vers un état limite. Et plus que limite même parce que, ça se passe pas très bien. Ça se finit bien. Enfin, ça se finit bien. Est-ce qu'on peut dire que ça se finit bien? Je n'écris pas de l'horreur qui se termine mal dans le sens où c'est le mal qui gagne. Ça, c'est pas possible. Le mal, il gagne jamais, c'est pas possible avec moi. C'est bon, sur terre, il le fait suffisamment. Dans mes livres, c'est hors de question. Le mal ne gagne jamais. Ça veut pas pour autant dire que les héros, les personnages sont, victoire totale. Déjà, il y a pas de combat. J'estime que le la peur et le surnaturel, c'est pas quelque chose qui va aller se combattre frontalement. De tu fais comment? Tu vas pas taper un fantôme. Tu peux pas taper un fantôme. Alors oui, tu peux exorciser un démon, tu peux faire des choses comme ça, mais j'ai plus l'impression enfin, c'est pas une impression, c'est une conviction. J'ai plus la conviction que lorsque le mal ou ce qu'on pourrait croire être le mal surgit, la meilleure des options, c'est simplement d'accepter de le traverser et de le dépasser ou de le sublimer quand c'est possible. C'est ma vision des choses et c'est celle-là que j'infuse dans mes œuvres. Donc, on trouvera rarement des combats. Alors je dis ça, hein, dans Roman 2, à un moment donné, il va y avoir un petit fight, mais on est dans la jeunesse, il faut mettre un peu plus de peps, on va dire, et peut-être être un peu moins, philosophique, avec des grands guillemets, hein, d'accord? Je suis pas en train de prétendre je ne sais pas quoi. Mais généralement, il y a pas cet aspect combat, il y a pas cet aspect, fuite, ah, on court dans tous les sens et tout. J'essaye de limiter ça parce que j'aime pas quand je le lis. Donc cette structure, je sais pas ce que ça va donner, je vais le voir à l'écriture. J'ai l'impression que ça a un peu effacé Chloé. C'est ça, en fait, mon problème. C'est que cette manière de faire, j'ai eu l'impression que Chloé était
dépossédée de ses actions. Tandis que dans la première version, elle était quand même un peu plus péchue, mais en même temps, était-ce vraiment naturel? Est-ce que dans des histoires d'horreur, de fantastique, des histoires de fantômes, le personnage principal est vraiment acteur? Ou est-ce qu'il n'est pas quand même un petit peu passif? Même s'il est obligé de faire des choses et il va juste rester là, comme ça. Mais j'ai un petit doute sur cette technique. Je crois qu'il va falloir que je me réapproprie ma petite Chloé et ça va se faire à travers l'écriture. Au niveau de ma vie d'écrivain, pendant ces 2 semaines, ça a été assez particulier aussi. Parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai rejoint une communauté d'auteurs. Je brille par, mon absence parce que j'ai pas le temps. Clairement en ce moment, je tabasse, tabasse, tabasse pour mes clients. J'ai pas trop le temps d'échanger, de discuter, de ceci, de cela. J'essaie de temps en temps de montrer que: «Coucou, je suis là, j'existe», mais, on va dire que je suis pas impliquée comme je le voudrais. Je pense que c'est quelque chose qui va venir un peu plus tard, sans doute à partir du mois de juin, mais avant ça va être compliqué de vraiment me concentrer sur cette communauté. Cependant, ça me permet d'obtenir, mais alors tellement d'infos et il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que, bah, on est tous pareils. C'est bête, hein, dit comme ça, j'aurais pu m'en douter, mais vraiment, au niveau de nos habitudes, au niveau de nos pratiques et même au niveau de nos idées, on est pareil. C'est un truc de malade. La dernière fois, j'assistais à une séance et quand la personne parlait, elle disait des choses, je me disais: «Tiens, c'est fou, j'ai exactement les mêmes pratiques, j'ai exactement les mêmes problématiques, je traverse les mêmes choses, je fais pareil quand je traverse ces choses-là». Ça m'a beaucoup déculpabilisée, notamment par rapport à la lecture, parce que je vous disais là, en ce moment, je lis moins, j'en ai marre, j'ai la tête tout embrouillée et tout, j'ai plein de choses et la personne a expliqué quelque chose d'extrêmement similaire et je me suis dit: «Mais ça va, c'est pas moi qui suis nulle, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se joue à ce niveau-là». Je trouve ça extrêmement rassurant, comme quoi, hein, on n'est pas original, en fait. Vraiment la notion d'originalité, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui je sais pas, les gars du 19e, ils sont devenus fous avec ça, ils ont fait n'importe quoi parce que ça n'existe pas. Je ne crois pas que ça existe. Il existe une singularité, oui, mais une originalité, faut se lever tôt quand même, hein. C'est quelque chose dont j'ai eu conscience assez vite. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup, 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 beaucoup. Pour le coup, j'avais tout le temps le nez dans les bouquins. Donc forcément, au bout d'un moment, on commence à voir certaines choses et à se dire, bon, ok, il y a quand même pas mal de trucs qui ont été faits là déjà. Mais parfois, je m'interroge là-dessus parce qu'il y a des gens qui mettent cette originalité tellement haut que je me dis, bah Marine, tu loupes peut-être un truc, peut-être que tu te trompes, peut-être que tu penses mal, peut-être que tu es trop bornée. Mais quand je vois des choses comme ça, je me dis: «C'est pas possible. C'est pas possible». Cette notion d'originalité, elle est pour l'ego, en fait et pour rien de plus. C'est une posture. Parce que la vraie originalité, bon, déjà, je pense que c'est de la marginalité très souvent, mais elle n'existe pas. Enfin, du moins, j'ai l'impression, d'accord? Là, je suis pas sûre de ce que j'avance, mais quand j'entends tous ces commentaires, tous ces retours qui vont dans le même sens et tous ces partages qui ressemblent à ce que moi je vis, bah, j'ai l'impression qu'on est vraiment tous pareils. En tout cas les écrivains. Peut-être que c'est différent pour les musiciens, les peintres ou les ingénieurs ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'en tant qu'écrivain, on traverse quand même beaucoup de choses très similaires. Et là où c'est embêtant, c'est quand ça vient sur les idées. Parce que, ce matin, je reçois une newsletter. Souvent je les lis pas les newsletters, j'ai pas le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais pas moi, parce que je me dis: «C'est bon, ça va terminer à la corbeille dans les spams, et ça servira à quoi? J'ai rien à vendre, donc je vais pas commencer à faire des trucs» et moi-même je lis pas. Donc quand je ne fais pas quelque chose enfin, quand je ne fais pas quelque chose que je reçois, je ne le fais pas en mode émetteur. J'essaye du moins. Bref, je reçois cette newsletter, je sais pas pourquoi je la lis. Je la lis cette fois et la personne parle de son dernier bouquin et là je me suis dit: «Oh putain, c'est un pitch que je connais ça». Ça, c'est le pitch d'une idée que j'ai eue un jour et que je n'ai jamais développée. Et ça me met super mal à l'aise quand c'est comme ça parce que je me dis: «Mince, cette idée-là, bah, est-ce que je vais pouvoir en parler un jour?» Parce que si c'est trop rapproché, bah, ça fait la fille qui a copié. Alors que non,
C'est et je pense d'ailleurs, hein, enfin, je suis en train de me perdre là parce que vous voyez, à chaque fois que je suis gênée de parler d'un sujet, je commence à être bleu 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 et je bafouille et je vais dans tous les sens. C'est parce que ça me met mal à l'aise, parce que c'est vraiment une grande peur que j'ai, c'est qu'on m'accuse de copier et j'ai vu passer des posts de personnes qui disaient, la même chose. Donc je pense que ça aussi, c'est, une peur qui n'est pas du tout originale et ouais, ça me mettrait mal à l'aise, en fait, tu sais, d'être pointée du doigt. Je sais pas d'où ça vient, parce que quand on regarde les œuvres du Moyen Âge, les gars, ils étaient pas là en mode, «Ouais, je l'ai fait tout seul, nin Non, ils disaient, «Ouais, ça, je l'ai repris de machin et bidule et tout». Ils étaient super, OK avec ça. Ça passait nickel. C'était même la norme et maintenant, cette notion de copier sans que ça tombe dans le plagiat, d'accord? Elle nous met mal à l'aise et je pense que c'est lié au lien qu'on a avec, l'injonction presque d'être original tout le temps, pour tout. Mais du coup, je me dis: «Bon, bah, voilà, ce projet, il est pas prévu pour tout de suite». C'est même pas sûr, hein, que ce bouquin, je le sorte un jour. Mais je sais que le jour où je me déciderai à mettre ça sur la table, alors là, je pense qu'on en a pour, on en a pour une dizaine d'années, donc il y a le temps. Mais je sais que je repenserai à ce bouquin qui existe et je me dirai: «Ouais, mais va peut-être falloir que tu le lises pour être sûr que ça va pas être trop pareil. Si c'est trop pareil, tu le fais pas, tu l'écris pas, tu nin nin Ce qui est bête, hein, parce qu'il y a pas de copyright sur les idées. Les idées, c'est pas quelque chose qu'on peut plagier, en tout cas selon le droit français. Ça se plagie pas une idée, tu plagies un texte et l'exécution, sauf quand il y a une vraie volonté de copier, mais généralement l'exécution, elle est très différente. Je suis sûre que le bouquin de cette personne et le projet que j'ai en tête, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le contexte est le même, les personnages sont les mêmes, les thèmes sont les mêmes, mais la façon dont ça va être développé, je suis certaine, vu l'esthétique de la personne, qu'elle va faire un truc très bien, alors que moi, dans ma tête, j'étais partie en mode: «On va faire un gros nanar à l'écrit» et je vais pousser tous les curseurs au max. Genre le truc épique, c'est on va y aller à fond et on va s'éclater. J'étais vraiment dans cette optique-là et je pense pas que c'est ce que fait la personne. Mais ça reste une gêne. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est quelque chose qui me bloque. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'abandonne ce projet parce que non, ça y est, je jette l'éponge? Je sais pas, je suis la première à dire que de toute façon, il n'y a pas d'originalité possible en littérature. Donc, bah, non. Visiblement, si l'originalité n'est pas possible, la conséquence logique, ça devrait être: «Bon, bah, c'est pas grave si 2 auteurs sortent en même temps». Alors en plus, là, ce sera même pas en même temps, ce sera, 10 ans d'écart. 10 ans d'écart, un bouquin qui aborde des thématiques et un contexte similaire et pourtant ça me bloque. Je suis terrible, hein. Mais le doute fait partie de ma vie. Et je pense que du coup, ça doit faire partie de la vie de beaucoup d'écrivains. C'est c'est génial, hein, d'écrire. C'est mon activité préférée, je suis heureuse quand je fais ça, j'ai l'impression que je suis dans un autre monde. J'ai vécu des illuminations en écrivant. Je vous raconterai ce genre d'expérience un jour parce que c'est, extrêmement particulier. Je veux dire, je sais pas méditer, je suis nulle en prière, j'ai pas vous savez, il y a des gens, ils sont là, comme ça. Moi, j'y arrive pas, je suis nulle. Mais quand j'écris, j'ai des moments de mystique absolue. C'est, je mets 3 jours à m'en remettre, hein, mais c'est génial, j'adore ces moments. C'est presque une drogue, en fait, hein, quand on goûte à ça. Mais à côté, il y a de la difficulté, il y a du doute, il y a de la souffrance, il y a du râlage, il y a du «j'en ai marre» et ça, j'ai pas envie de le cacher. J'ai pas envie de montrer une image de l'écrivain à la Hollywood où c'est: «Oh, je souffre, mais l'inspiration va venir». Non, je souffre, c'est la galère, j'en ai marre, je me trouve nulle, je me jette sur mon lit et et j'ai l'impression que c'est fini et que c'est foutu et que j'y arriverai jamais. Ce doute quant à ma capacité à réussir comme je le voudrais est de plus en plus présent. Parce que forcément, quand on côtoie des écrivains, on voit qu'il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, 15, 30, dans tous les sens, hein, j'ai pas la notion du nombre, qui écrivent et qui le font sérieusement. Parce que faut arrêter de croire que quelqu'un qui écrit depuis 10 ans, il le fait pas sérieusement. Si, il le fait sérieusement. Enfin, tu passes pas 10 ans à faire un truc, si tu fais: «Ouais, j'écris juste comme ça, je m'en fous». Non, tu le fais sérieusement, tu t'impliques. Il y a des publications à la clé. Mais il y a pas le succès. Il y a pas le succès tel que j'en rêve. Mon objectif, c'est pas juste de publier quelques livres et de faire, quelques ventes. Mon objectif, c'est Bernard Werber.
C'est ça mon objectif, c'est ce niveau-là. C'est ça que je voudrais atteindre parce que j'ai laissé de côté depuis tellement longtemps que maintenant c'est mort, c'est mort. Pendant longtemps, j'ai été une prof, pendant longtemps, j'ai été plein de choses. J'ai été une étudiante, j'ai été une dépressive même. J'ai été plein de ces choses-là. Alors que mon âme, c'était l'âme d'un écrivain. Donc maintenant, je veux que la terre entière, elle sache que je suis un écrivain. Tout le monde. Et dans 100 ans, et dans 1000 ans. Peut-être pas dans 1000 ans, on va rester raisonnable. Mais dans 100 ans, dans 200, dans 300, dans 400. Je veux ça. J'en suis loin. J'en ai conscience, d'accord? C'est pas parce que je le veux que j'estime que j'y suis, hein. Il y a une grosse, grosse marge de progression. Mais c'est ça que je veux et j'ai plus le temps. J'ai 43 ans, j'ai pas 20 ans. J'ai passé toute la première partie de ma vie à laisser de côté le truc qui m'animait le plus. Maintenant, c'est mort, c'est ça que je veux. Mais pourquoi moi, à 43 ans, alors que je réécris sérieusement que depuis 5, 6 ans, c'est tout? Pourquoi moi j'y arriverai et pas d'autres? Pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça depuis plus longtemps, qui font ça mieux que moi et ils sont pas niveau Bernard Werber? Pourquoi? Et je parle pas au niveau de qualité de la plume, hein, je parle vraiment, en termes, là pour le coup de succès commercial, hein. Alors est-ce qu'ils le veulent pas? Peut-être qu'ils ne le veulent pas, peut-être que ça leur suffit ce qu'ils ont. Mais s'ils le veulent et qu'ils l'ont pas, pourquoi est-ce que moi je l'aurais? Est-ce que j'ai le droit de le vouloir? Alors oui, on a le droit de vouloir ce qu'on veut, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à la fin de ma vie et que ce sera ça? Ou alors je vais arriver à la fin de ma vie et j'aurai écrit, 20 romans et j'en aurais publié 3 et j'aurais fait 15 ventes? Qu'est-ce que je vais me dire si j'arrive à la fin de ma vie à ça? Ah franchement, je serais quand même contente. Je pense que j'aurais écrit les bouquins, je serais contente. En vrai, c'est ça, parce que je vous parle de ce succès, de ce besoin de reconnaissance. C'est un besoin de reconnaissance, en fait, tout simplement. Je vais pas me mettre dans la posture de: «Je m'en fiche d'être une artiste incomprise». Non, je m'en fiche pas. J'ai ce besoin de reconnaissance, il est très fort et même si, comme j'ai déjà expliqué, j'ai pas envie de me trahir pour ça, il est là quand même et au bout d'un moment, il faut bien faire quelque chose et en même temps, je sais que les places sont très rares et que je n'ai aucun avantage par rapport aux autres. J'écris pas depuis plus longtemps que les autres. Je suis pas passionnée depuis plus longtemps que les autres. Vous discutez avec n'importe quel écrivain, il va vous dire à peu près la même chose. J'écris depuis que je sais écrire. Je suis passionnée depuis toujours. Tous ils vous disent ça. Alors non, il y a peut-être des exceptions dans le lot en disant: «Oh non, moi j'ai découvert plus tard». Ouais, il y en a, d'accord, mais la grande majorité, ils vous disent ça. Donc bah, je suis pas différente là-dessus. J'écris pas mieux que les autres. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Je fais pas des histoires mieux, j'ai pas des idées meilleures. Je vous l'ai dit, moi, j'aime les histoires simples. J'aime qu'on sait J'aime pas quand il y a des twists dans tous les sens, j'aime pas tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je cherche pas l'originalité, je cherche pas à me distinguer, je cherche pas, je veux juste être le plus honnête et le plus authentique possible dans mon écriture pour faire honneur au monde qui se crée aux livres. J'adore les livres. C'est ça que je veux. Mon écriture, c'est de l'amour envers l'écrit et envers les livres et envers les mondes qui se connectent à moi pour me dire: «Hé, mon histoire!» C'est ça et en plus de ça, je suis nulle en marketing. Au bout d'un moment, je me dis: «Bah, voilà, si je veux atteindre ça, va peut-être falloir que je change un curseur au moins». C'est difficile, hein, de parler de ça parce que l'ambition littéraire, elle est pas toujours bien vue parce qu'il y a un côté, «Pourquoi toi?» Il y a aucune raison que moi j'arrive niveau Bernard Werber. Aucune. Comme je vous l'ai dit, c'est pas facile de parler de ça parce qu'il y a toujours une suspicion, j'ai l'impression, quand un auteur, peut-être moins un artiste, j'ai l'impression que chez les artistes, ça passe mieux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait de la musique, par exemple, peut dire: «Ouais, moi je veux être une rockstar». Et les gens, ils disent, bon, forcément, ils rigolent un peu en mode: «Ouais, tu es machin», mais ça va, ça passe. Un écrivain qui dit: «Ouais, moi, je veux être Bernard Werber», je sais pas, on va lui dire, «Redescends, mais tout le monde veut écrire, mais pourquoi tu serais pas mieux?» Ou alors peut-être que c'est moi, hein, qui suis dans un environnement comme ça ou qui me fait des films. C'est possible aussi, hein, je vous l'ai déjà dit, j'ai tendance à
facilement voir les obstacles qui pourraient éventuellement se dresser dans une autre dimension avec 0,0001 de chance de se produire. Mais à partir du moment où il y a 0,00001 de chance de se produire, c'est pas zéro. Il suffit d'une fois. Une fois sur, je sais pas combien, mais il suffit d'une fois. Et on ne sait pas combien de fois il y a eu avant. À partir du moment où c'est pas zéro, c'est presque comme si c'était un. Tout ça pour dire que j'ai plein de doutes face à tout ça. Alors la plupart du temps, quand j'ai ce genre de doute, hem, je les laisse venir. Je me donne totalement à eux et ensuite, au bout d'un moment, je débranche. Je dis: «Maintenant stop. OK, il y a tout ça qui est horrible, mais tu fais quoi maintenant?» Parce que là, quand même, tu as un bouquin à finir pour tes clients, tu as tes bouquins à produire. Bah, et que la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est ça. Donc tu te retrousses les manches et tu vas écrire ton bouquin et tu le fais et c'est tout. Et arrête d'essayer de penser au reste. Écris ton bouquin, finis ton bouquin, propose ton bouquin à une maison d'édition et ensuite écris le suivant et encore et encore et encore et encore. Est-ce que ça va le faire? J'en sais rien. Je suis pas devin, j'ai pas de don de médium, je consulte pas les voyantes. Je je n'ai aucune garantie. J'ai même moins que des garanties, en fait. Parce que tous les chiffres montrent que en France, les écrivains qui vivent vraiment de leur plume au niveau où moi je le veux, les Bernard Werber, il y en a pas 15 000, il y en a un. Alors en vrai, il y en a plus, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est en lisant un de ces livres où je me suis dit: «Maintenant ça suffit Marine, tu vas le faire, tu vas écrire, tu vas t'y mettre». C'était la trilogie là sur, les micro-humains. Il est trop bien. Alors le tome 3 j'ai un peu moins aimé, mais les tomes 1 et 2 c'était génial, j'arrivais pas à lâcher les bouquins. Et quand j'ai fini ce livre, j'étais pas encore dans ma période où je me suis dit: «Ça y est, je m'y mets», comme je sais plus si je crois que je vous l'avais déjà raconté, où je m'étais dit: «C'est bon, je me mets à écrire, maintenant j'y vais», et où j'ai lu Stephen King, où j'ai réfléchi, ou ceci et cetera. Mais ça a été le la première bascule où je me suis dit: «Marine, tu peux le faire quand même, tu peux le faire. Tu t'en as envie, n'oublie pas cette envie-là». Et c'est pour ça qu'il est, mon étalon de succès. C'est lui. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un monsieur en plus qui a l'air mais tellement gentil, tellement doux et tellement empreint de bonté. Alors ça se trouve, je sais pas, je connais pas, ça se trouve il est pas comme ça dans la vie, mais j'ai l'impression qu'il y a ça chez cette personne et voilà, c'est tout. Je vais terminer là-dessus par cette, déclaration d'amour à peine, déguisée et je vais en venir au programme de cette semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais cravacher, 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 cravacher. Il faut vraiment que j'avance. Ça va être le livre là pour mes clients où, là j'ai plus le choix, hein. Il faut que j'avance, 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 j'avance. Et puis, bah, roman 2, on va essayer de trouver un petit peu de place pour le premier jet. J'aimerais bien commencer, allez, on va dire les 3 premiers chapitres? 3 premiers chapitres, premier jet. Je pense que je peux le faire et je vous parle plus de Blue Hope parce que pour l'instant, c'est un peu en stand-by, pas au niveau du développement, hein, les boys, ils sont à fond dessus, mais à mon niveau à moi. C'est-à-dire que comme j'ai été là sur des périodes de structuration au niveau de mes clients et au niveau de mon roman, travailler en plus sur une troisième intrigue, parce que j'en suis là hein, pour Blue Hope, hein, je suis vraiment sur le travail de l'intrigue, c'était un peu compliqué. Je pense que je reprendrai au mois de mai. Ouais, je pense que ça va être dur sur la suite du mois d'avril de travailler sur Blue Hope. Mais c'est pas grave, je m'y remettrai au mois de mai. De toute façon, l'objectif, c'est que l'intrigue, elle soit entièrement écrite. Donc juste l'intrigue, hein, juste qui se passe entièrement écrite avant les vacances de Yo. Il est en vacances au mois de juillet. Ça va. Je sais pas trop quoi dire d'autre. J'arrive pas à conclure, j'arrive pas à dire au revoir. Donc on va simplement couper et dire que je le mérite ou non. Je vais essayer de devenir un grand écrivain.